L'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H avec mon invité Alain Dina, le président de Nexity. Alain Dina, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui lorsque vous voyez ce premier tour des élections législatives? Vous vous dites, bah tiens, ça y est, il aura les pleins pouvoirs, il pourra faire ce qu'il veut, donc il pourra réformer la France? Enfin, voilà, c'est bien. Le précédent président avait aussi la majorité à l'Assemblée, donc après on verra ce que ça peut donner. Mais il semblerait qu'il ait une large majorité, donc même s'il y a quelques frondeurs, ils seront noyés dans la masse, ça devrait aller. Et effectivement, sur le programme sur lequel il s'est positionné, en ce qui nous concerne, et pour l'immobilier, pour Nexity, les choses vont plutôt dans le bon sens. Oui, on va y revenir évidemment plus en détail. Juste encore un petit point là-dessus. Hier, je recevais, je le cite souvent parce que j'ai trouvé que cette phrase, d'abord, elle était assez sympathique. Jean-François Cirelli, l'ancien patron de GDF et numéro 2 de Engie, qui nous disait, maintenant il est patron de BlackRock, vous savez, le plus grand investisseur évidemment pour la France, hein. Et il nous disait, il y a une envie de France. Nous, investisseurs, donc premier groupe mondial, hein, on va investir plus sur l'Europe et plus sur la France. Est-ce que vous pensez la même chose? Alors, d'abord je le pense et puis ensuite je le vois. L'activité n'a jamais été aussi bonne dans les secteurs de l'immobilier d'entreprise et dans les secteurs du logement. Les gens ont confiance. Et puis une société comme Nexity est une société cotée, donc elle a 74% de flottants majoritairement des pays anglo-saxons. Donc quand on se déplace depuis quelques semaines, il y a quelque chose de nouveau qui est la fierté, l'envie, etc. Il y a même des Anglais qui disent, au final, on n'est pas si mal que ça en France, on va y réfléchir. Donc la confiance, est-ce que justement on peut faire, on est quasiment là, enfin on est mi-juin, mais bon, quasiment le premier semestre. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan neuf, ancien? Est-ce que c'est bon, très bon? Est-ce qu'on a touché très bien. Oui, c'est bien. Alors, neuf et ancien sont deux marchés différents. D'où ma question. Le neuf est un marché de flux, c'est-à-dire que l'on produit ce qu'on a prévendu. Donc, en termes d'activité économique pour la France, d'ailleurs, on le voit, le principal secteur en croissance actuellement, c'est le secteur du bâtiment. On va atteindre en niveau de mise en chantier en 2017 un niveau historique que j'ai pas vu depuis 25 ans. Donc on aura effectivement là toute une reprise sur l'emploi et sur la croissance. On rappelle que le secteur du bâtiment lié au logement, c'est 10% du PIB, c'est 0,5% de la croissance. Donc ça, ce sont les bons sujets. Là où c'est plus compliqué et plus difficile à regarder, c'est sur l'ancien. Parce qu'effectivement, comme on n'a pas produit assez de logements dans les années précédentes et que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, il y a un côté assez spéculatif, et en particulier dans les grandes villes et en particulier dans Paris, où les prix sont en train d'atteindre des niveaux records qui sont objectivement pas très raisonnables. Oui, on va revenir là-dessus juste parce que l'industrie immobilière, vous dites, c'est là, j'ai pas vérifié, c'est pour ça que je dis vous dites, la deuxième industrie française, hein, en termes d'emploi, de business. Oui. Hein. Alors, immobilière au sens de tout ce que ça logement, fait bâtiment, travailler, puisque construction. Dès qu'on construit un logement, on fabrique, on a besoin de 2 emplois. Dans le bureau, c'est la même chose. Et puis la chaîne, c'est aussi tout ce qui est infrastructure, tout ce qui va autour. Donc c'est vraiment un des secteurs majeurs de l'économie. Et alors, est-ce que vous avez embauché? Parce qu'on a eu les chiffres ce matin de l'emploi salarié pour le premier trimestre de l'année, plus 0,4%, hein, selon l'INSEE. Est-ce que chez vous, dans votre branche, est-ce que c'est plus, chez Nexity, je sais pas, 5%, 6%? Alors, chez Nexity, qui emploie 7000 collaborateurs, nous avons un plan de recrutement depuis le début de l'année qui est de l'ordre de 700 personnes, donc environ 10%. Oui. Ça tient compte aussi d'un turnover, donc en emploi net, ça sera probablement de l'ordre de 5%. La difficulté, c'est de trouver des collaborateurs qui veulent intégrer la chaîne immobilière, et en particulier dans les métiers difficiles de l'administration de biens et du syndic. Oui, peut-être moins facile, effectivement. Vous, donc, plutôt, vous embauchez? Oui, nous embauchons. Oui. Déjà depuis 2 ans. Oui. Déjà depuis 2 ans. Donc, la croissance en termes de PIB, il est de combien? Vous avez une idée ou pas? Le gouvernement, enfin l'INSEE ou les économistes ont amélioré la croissance. Oui, la prévision de la Banque de France, en l'occurrence, c'est un prévision. Donc nous, on va suivre ces éléments-là. En termes de la partie immobilière, il y a 2 choses. Il y a la mise en chantier dont on disait qui est celle qui va produire de l'emploi et des recettes pour l'État et pour la collectivité, qui va faire le dynamisme économique, est à un point extrêmement haut. En ce qui concerne les préventes, c'est-à-dire les réservations pour les années futures, le niveau est assez stable parce qu'effectivement, après, il faut des permis de construire, mais il faut aussi des équipements publics. Le temps que le gouvernement se mette en place, que le grand ministère de la cohésion des territoires agisse
aux endroits où il faut agir, il y a encore un peu de temps. Et donc la production future ne sera pas... le marché du logement neuf n'est pas en explosion. Il y aura pas beaucoup. D'accord. L'ancien, vous disiez, c'est devenu spéculatif, alors que... c'est spéculatif, ça profite ça dépend beaucoup. où, hein. Ouais, non, mais d'abord, c'est pas partout, c'est juste principalement dans Paris où les niveaux sont très élevés. Là où, au fond, le territoire est déjà tellement dense qu'il est effectivement difficile de produire des logements neufs. Or, on a un problème démographique. Il faut quand même savoir que dans les 13 prochaines années, nous allons avoir 4 millions de ménages supplémentaires, que ces 4 millions de ménages supplémentaires, ça c'est la croissance démographique naturelle, vont se mettre dans les grandes zones urbaines, principalement dans la grande région Île-de-France, mais d'ores et déjà, chaque année, il y a 100 000 personnes de plus en Île-de-France. Et dans ces 100 000 personnes, il y en a toute une partie qui veut habiter dans Paris ou dans la première couronne, là où pour des questions de densité, mais aussi pour quelques raisons politiques, on a des permis de construire un peu plus difficiles, où les terrains sont moins faciles à traiter, en particulier dès qu'on parle d'immobilier de grande hauteur, dès qu'on parle de densité, des choses comme ça, eh bien effectivement, la production n'est pas assez importante pour absorber l'arrivée de la population. Et donc, quand la production est pas assez importante, les gens arrivent, les stocks sont là, les prix montent. En plus, il y a un profil familial très particulier, hein, c'est-à-dire que vraiment les familles unipersonnelles qui progressent énormément, donc ça multiplie par deux, quoi. Voilà, et puis c'est un problème, les anglo-saxons appellent ça la gentrification, c'est-à-dire en fait une population qui est de plus en plus ancienne ou âgée dans les villes, parce que c'est celle qui a l'argent, mettant en périphérie les jeunes ménages. Il y a un sujet à réfléchir, sur lequel il faudra réfléchir dans le futur. Vous, votre grande amie Cécile Duflot, vous devez vous réjouir, elle a été battue au premier tour à l'élection législative. Je ne me réjouis absolument pas des Le blocage échecs des loyers, est-ce que c'était finalement, justement pour essayer de contrebalancer, d'éviter que ce soit les jeunes qui partent très loin de leur bureau et que ce soit des retraités qui habitent les... Le problème du blocage des loyers, c'est que d'abord, il ne s'applique que sur la production de logements neufs libres. Produire beaucoup de logements sociaux, comme ça se fait dans les villes qui font les blocages de loyers, ne fait pas baisser le prix du loyer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la façon dont le propriétaire est traité comme fiscalisable, difficile de se séparer d'un locataire qui ne paye pas, etc., amène à ce que beaucoup de gens décident plutôt de vendre, se débarrasser entre guillemets du bien, surtout quand le bien est en train de monter. Donc l'offre locative est faible. Alors le plafonnement des loyers, nous n'avons aucune démonstration qu'il est efficace, ni qu'il ne l'est pas. Il existe dans 2 villes ou 3 villes en France. Laissons-le là, et puis voilà, c'est tout. Alors justement, est-ce qu'on va parler des projets d'Emmanuel Macron par rapport à votre secteur, à l'immobilier? On connaît quelques grandes tendances. D'abord, effectivement, il n'y a pas de ministère du logement, on en avait parlé la dernière fois. C'est Richard Ferrand, grand aménagement du territoire, un peu affaibli, même si en l'occurrence, il est en tête au premier tour chez lui et qui s'est permis un peu d'humour à notre endroit. Est-ce que vous redoutez que ça l'affaiblisse? Donc déjà, il n'y a pas de ministère du logement. Alors, une politique de logement très erratique depuis une dizaine d'années, je vous cite. Oui, tout à fait. Erratique, pas seulement depuis une dizaine d'années, si vous me citez, plutôt depuis 30 ans. La bonne nouvelle, c'est un ministère de la cohésion des territoires. Et les mots ont de l'importance. Cohésion, ça veut dire ce qui est en lien, ce qui d'ailleurs ne peut pas être détruit, c'est la solidarité. Les territoires, ça veut dire qu'on n'est plus en train de réfléchir à une ville ou à une division administrative, mais à un ensemble dans une zone urbaine ou dans une zone à réfléchir. Donc, quand on a regardé les attributions du ministre de la Cohésion des Territoires, il y a l'urbanité, il y a la ville, il y a le logement, il y a le Grand Paris, il y a la solidarité, donc au fond, et les infrastructures, donc au fond, un ensemble d'un grand ministère que nous appelions de nos voeux. Après, que ce soit M. Ferrand qui en soit le patron, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'au fond, le président de la République et son gouvernement ont l'air de dire, au fond, on doit travailler là où, fabriquer du logement là où on en a besoin, s'affranchir peut-être de la division administrative, se poser la question, par exemple, de savoir est-ce que ça a bien un sens d'avoir une mairie de Paris, un Grand Paris, telle ou telle organisation? Parce que tout ça, voilà, simplifions ça et faisons que ça soit plus lisible. Intéressons-nous aux gens, au vivre ensemble, aux divisions familiales, au vieillissement de la population, à la circulation, voilà. Il y a deux mesures un peu directement qui vont impacter votre secteur, en l'occurrence. C'est l'ISF qui va être concentré sur l'immobilier. En tous les cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. On va revenir dessus juste sur la CSG. CSG, c'est le grand débat, notamment entre la droite et En Marche, qui disent, la droite dit, mais le CSG plus 1,7%, ça va matraquer les retraités qui justement détiennent de l'immobilier. Est-ce que vous redoutez ça, cet effet-là?
Alors, la question, c'est, moi, je m'occupe de la production immobilière. Alors, est-ce que sur la production immobilière, ça va avoir un effet? La réponse, c'est non. Est-ce que l'ISF sur l'immobilier, c'est une nouvelle? C'est pas une nouvelle, c'était déjà le cas. Ensuite, ce que nous avons compris... concentré sur l'immobilier. Alors, il va être concentré... Non, il ne va pas être concentré. Il a dit qu'il ne laissait que l'immobilier de rente. Oui. De quoi parle-t-on? On parle de l'immobilier de la résidence principale ou de la résidence secondaire. On ne parle pas de l'investissement immobilier. Dès que quelqu'un investit dans l'immobilier, on a compris, en tout cas Emmanuel Macron, quand il était candidat, l'avait précisé comme ça, et M. Ferrand aussi, dans les premiers entretiens qu'on a pu avoir avec lui, en tout cas l'entendre, a précisé que ces sujets-là ne seront pas touchés. C'est-à-dire ceux qui investissent pour mettre en location ne seront pas taxés à l'ISF. Ils auront même les avantages fiscaux de l'investissement dans le marché action. Qui sera taxé alors? Ceux qui sont propriétaires d'un logement sur lequel ils n'ont pas de dette, et qui est un logement de leur résidence principale. Au fond, c'est un acte... Donc ça pénalise la France des propriétaires, on est bien d'accord? Ça pénalise la France des propriétaires qui n'a pas de dette et qui a immobilisé son argent, mais qui l'était de toute façon déjà. Je suis concerné par ce sujet-là. Le taux d'imposition sur l'ISF sur ma résidence principale va rester le taux d'imposition sur ma résidence principale. Ça ne vise en France que 300 000 personnes. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire un sujet. Alors après, sur la CSG, ça va toucher sur le pouvoir d'achat des ménages et en particulier des retraités. Alors, sur ces sujets-là, on peut débattre longtemps de savoir si c'est bien ou pas bien. On ne peut pas dire effectivement que l'on va réfléchir à relancer l'économie, alléger un certain nombre d'impôts et par ailleurs ne pas réfléchir autrement. Je préfère la CSG qu'une TVA sociale. Voilà. Je pense que ça sera là aussi plus limité puisqu'on va s'adresser directement aux revenus de gens aussi qui ont besoin d'investir. On rappellera que, je ne suis pas là pour défendre le projet économique de M. Macron, mais on rappellera que si vous investissez votre argent, vous aurez aussi des économies d'impôts. Donc peut-être que le retraité peut mettre de l'argent dans le commerce, peut-être acheter justement un logement pour le mettre en location et s'y retrouver entre l'économie qu'il fera de ses impôts directs par rapport à l'augmentation de sa CSG, mais on attendra les textes. J'ai l'impression que Emmanuel Macron est moins sensible au PTZ en l'occurrence. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Écoutez, sur le prêt à taux zéro et sur le dispositif Pinel, ces dispositifs sont prolongés jusqu'à fin 2018. Donc on a un an et demi devant nous. On va regarder. Je pense que ce qu'il propose et ce que nous avons compris, c'est qu'il allait en discuter avec les différents partenaires pour voir quelle était... Votre position, vous, c'est ça, en tant que partenaire, c'est quoi? Ma position, elle n'est ni sur le dispositif Pinel, ni sur le prêt à taux zéro. Ma position, elle est sur la fiscalité. Lorsque je compare la fiscalité en France et en Allemagne, je vais vous prendre un exemple. Si vous investissez un logement neuf et que vous le détenez pendant 10 ans, l'État vous aura taxé de 56% de la valeur initiale de votre bien. D'accord. En Allemagne, c'est 56%, c'est 26%. Donc si, comme l'a évoqué M. Macron à un moment donné, il disait convergence entre la fiscalité française et la fiscalité allemande, par exemple sur ce thème, 30% de baisse de fiscalité sur le logement neuf et sur l'investissement locatif, on n'a plus besoin de prêt à taux zéro, de dispositif Pinel, etc. D'accord. C'est juste... Est-ce que là-dedans, vous faites rentrer justement la taxe d'habitation, qui est quand même le logement, ça rapporte quoi, 25 milliards d'euros, grosso modo, à l'État? Oui, alors il y a la taxe d'habitation, il y a la taxe foncière, il y a lorsque vous divorcez une taxe de 2% sur vos actifs, lorsque vous vendez et achetez un bien 8%, il y a la TVA sur l'ensemble de la chaîne à des taux de 20%, quelques exceptions près, alors qu'en Allemagne, elle est à 0% pour la primo-accession. Voilà, enfin, il y a des sujets de cette nature-là. N'oublions pas que quand vous achetez un logement neuf et que vous le détenez pendant 10 ans, dans le prix de votre logement, il y a 56% de taxes. Et c'est ça qu'il convient de réformer ou de repenser. Si il le repense, on n'a pas besoin à ce moment-là ni de PTZ ni de dispositifs fiscaux. S'il ne le repense pas, d'un côté il a des taxes, de l'autre côté il y a des recettes. Et comme vous le disiez, il y a 25 milliards de profits dans les caisses de l'État. Il faut bien donner des compensations de ces 25 milliards de profits, de la même façon que l'on taxe bien les revenus des ménages, autant taxer l'État quand il a trop de profits sur un secteur. L'immobilier, c'est un secteur comme un autre, hein. C'est une industrie comme une autre. Vous avez une branche, plusieurs branches qui dépendent du MEDEF, en l'occurrence, ou pas? Alors oui, puisqu'en fait Nexity fabrique du logement neuf, donc ça c'est la Fédération des promoteurs immobiliers, elle est au MEDEF, et puis est aussi administrateur de biens, syndic et propriétaire de réseaux de franchise, c'est aussi dans ce secteur-là. Justement, ma question, vous savez, c'est tout l'enjeu de ces ordonnances, c'est de savoir où est-ce qu'on met entre la branche et l'entreprise
où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que les accords d'entreprise doivent prévaloir sur les accords de branche? Là, tout à l'heure, il y a Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui dit qu'il faut que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Ça, c'est un chiffon rouge pour les syndicats. Vous avez une position qui est comment? Elle est exactement comparable à celle de M. Gattaz. D'abord, comment elle pourrait être... Tout doit se décider au niveau de l'entreprise. Mais même, vous dites que c'est un chiffon rouge au niveau des syndicats, je n'en suis pas sûr. Je peux vous le dire, ils ont tous passé à ce même... Voilà, mais... défini ici, c'est un chiffon rouge. On va essayer de faire pour que ça soit plus intelligemment compris les uns les autres, parce que je pense que l'accord d'entreprise impactera beaucoup plus et sera beaucoup plus favorable aux salariés qu'ils ne l'imaginent, parce que... justement, non, il dit qu'il y a dumping social. Il y aura un dumping social entre les entreprises, entre votre groupe et votre concurrent, quoi. On peut débattre de ça, mais aussi on a un problème d'exemplarité, c'est-à-dire que lorsque face à face avec les syndicats de l'entreprise, j'aurais promis quelque chose ou je leur aurais fait obtenir quelque chose, je ne pourrais pas, ou qu'ils auraient obtenu quelque chose de moi, je ne pourrais pas me réfugier derrière un accord de branche en disant c'est pas moi, ce sont les autres, je serais obligé de le faire. Et sinon, je serais face directement au problème. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'on doit se positionner actuellement. Ouais, ok. Juste pour revenir un instant... Vous n'avez pas l'air convaincu de ma position. Non, mais après, on écoute les deux. C'est vrai que si vous voulez, je pense que peut-être au niveau contrat de travail, on peut avoir au niveau des branches, on peut avoir un cadre fixe et puis après des aménagements. Voilà. Dans le changement, c'est comme dans l'immobilier. Quand vous changez de logement, vous avez toujours un peu peur de savoir ce que vous allez trouver. Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Et bien dans le changement, il y a un peu de crainte. Je pense qu'il faut être de bonne volonté. La période est plutôt ouverte à ça. Le chef d'entreprise pour Nexity que je suis, je ne vois pas comment je pourrais transformer mon entreprise, parce qu'elle est en transformation, parce que le monde a changé, sans faire adhérer l'ensemble des collaborateurs. Si je discute avec eux, il va bien falloir que je leur donne un certain nombre de choses et en échange qu'ils confient un certain nombre d'actions à leur entreprise. Et ces deux-là mélangés, on doit pouvoir faire quelque chose de nouveau. Alors bien sûr qu'il y a des dangers, il y aura toujours de part et d'autre des positions, des postures. Je pense que l'attitude est meilleure que la posture. Quel est le profil des investisseurs, de ceux qui achètent aujourd'hui, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien? Alors dans le neuf et dans l'ancien, le profil. Alors dans l'ancien, sur le très très haut de gamme, ce sont plutôt des gens qui ont de l'argent, qui savent pas trop bien le placer et qui vont faire des investissements patrimoniaux extrêmement long terme. Sinon, dans l'investissement locatif, c'est un couple qui a 45 ans, qui a 45 000 euros de revenus et qui vont se faire une épargne et qui vont se faire un capital avec un rendement locatif, avec une épargne mensuelle, sans avoir besoin de mettre de l'argent au début de façon importante. Est-ce qu'on est riche à partir de 1 200 euros? On n'est pas riche à partir de... Parce que les retraités, c'est ça a priori, la CSG, s'appliquera à partir des retraités riches, je cite, de 1 200 euros. Écoutez, je ne suis pas un homme politique, on n'est pas riche à 1 200 euros, je ne suis pas sûr d'ailleurs non plus qu'on le soit à 4 000. Hein. Oui, voilà. C'était pour François Hollande en l'occurrence. Voilà. Pour résumer votre position, peut-être en conclusion, Anadina, vous dites qu'il faut simplifier tous les dispositifs, il faut baisser la fiscalité, donc la taxe d'habitation, ça va dans le bon cher, dans le bon sens, pardon. Ouais. Alors la taxe d'habitation, c'est du pouvoir d'achat, mais effectivement, ça va dans le bon sens. Mais il faut réfléchir sur le territoire et non pas sur la commune ou même sur une région. Il faut réfléchir sur le territoire, il faut réfléchir démographie. Il faut se dire qu'on sera 4 millions de ménages de plus dans 15 ans d'aujourd'hui. Et où est-ce qu'on les met? Surtout qu'ils seront majoritairement des personnes seules ou monoparentales. Ça aussi, c'est un problème. Et puis en plus qu'on a déjà 24% de la population qui a plus de 60 ans, donc qui va vieillir. Là aussi, comment on traite ça? Comment on pense la ville? Et puis autour de ça, comment on traite, si on veut se rapprocher de ce qui se passe en Europe, la fiscalité sur ces sujets-là, par exemple. Est-ce que c'est la clé? Parce que lorsqu'on compare un peu le pouvoir d'achat, le panier des ménages français et allemands, on voit que l'immobilier compte beaucoup plus en France, parce qu'il est beaucoup plus élevé. Il pèse pour un peu plus de 30% dans le pouvoir d'achat des ménages, alors qu'en Allemagne, il est bien moins important. Est-ce que la différence, elle est juste sur la fiscalité ou il y a une spéculation traditionnelle? Alors, elle est sur la fiscalité, mais elle est aussi sur un changement de loi, un changement de pied en permanence. Fabriquer du logement, ça prend au minimum 5 ans. Avoir une politique, par exemple, sur l'habitat, comme l'a eu François Hollande, Emmanuel Valls, ça prend 5 ans, on en voit les fruits aujourd'hui, il faut que ça dure. Notre sport en France, jusqu'à aujourd'hui, c'était de changer de loi tous les 18 mois. Donc en Allemagne, ils sont beaucoup plus rigoureux. Ils ont d'autres inconvénients, mais ils ont au moins l'avantage de la rigueur. Une fois qu'ils ont posé une loi sur le logement, c'est la même pendant 20 ans. Donc le système se régule parce que la production est fluide, parce que la quantité arrive, parce que les permis de construire sont à des éléments de normalisation. En France, c'est
totalement toujours une discussion et j'aime les tours, j'aime pas les tours, j'aime la couleur, etc. Et puis la relation au locataire est pas du tout la même. Enfin bon, il y a ces éléments-là, il n'y a pas qu'un seul élément. C'est un jeu c'est un empilage de poupées russes, le problématique du logement, et ça tient compte du vivre ensemble, c'est aussi un des vrais sujets. Voilà, et puis ça, le nouvel habitat, ça, vous voudrez nous en parler parce que ça change, ça évolue d'une manière très rapide. Très rapide. Merci beaucoup. Alain Dina, confiant dans son secteur. Alain Dina, le patron de Nexity, était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr ce soir à 18h30 avec la French Touch et son, oui, peut-être un de ses fondateurs, Gaël Duval. À ce soir. Au revoir.